السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نشوفوا le corrigé de l'examen national deuxième STE l'année 2019 et la session normale. Donc le sujet proposé في l'examen هذا هو c'est un robot de soudage par points. Donc voilà l'image du système ou bien du sujet. Donc à quoi sert le système ADA? Il va faire le soudage des tôles. Donc le soudage, c'est une opération qui permet de lier deux pièces. Donc on va voir par la suite le soudage ou bien la fonction du robot de soudage en détail. Donc voilà le système. Donc la présentation du système. Le soudage par points est une technique utilisée pour assembler des tôles. Donc les tôles ont des pièces qui ont une épaisseur très petite. Donc dans l'épaisseur mince, on l'appelle les tôles. Ce sont des pièces prismatiques avec une épaisseur très petite. Donc ils peuvent être conductrices, ils doivent être conductrices du courant électrique. De même matériaux ou de matériaux différents. Donc on a les conditions pour réaliser le soudage entre les deux tôles. Donc les conditions qui doivent exister dans les tôles, ils doivent conductrices des courants. Ils ont des matériaux soit même matériaux ou matériaux différents, à condition possédant des températures de fusion et des épaisseurs similaires ou très proches. Et que l'épaisseur d'ILHOM soit le même épaisseur ou bien très proche. Ou que la température de fusion est très proche aussi. Pour pouvoir réaliser avec la opération de soudage. Donc voilà, les deux tôles qu'on veut réaliser le soudage بيناتهم. وعندنا هنايا les points de soudage. On a l'électrode. Donc on a l'électrode. Premier électrode c'est un électrode mobile. Au deuxième électrode c'est un électrode fixe. Donc l'électrode, il y a un courant qui passe de l'électrode mobile à l'électrode fixe par l'intermédiaire de les deux tôles. Donc le passage de le courant, c'est un courant très fort. Il va causer l'augmentation de la température avec le point. L'augmentation de la température va causer aussi la fusion qui double avec la partie qui se confie à le courant. Donc une fois refroidi, mais quand la fusion, quand le courant, on va arrêter le passage du courant. Donc avec la partie, il va être refroidi, il va réaliser la continuité de la matière. Donc la continuité de la matière, il y a le soudage. Donc voilà l'électrode mobile, voilà l'électrode fixe, voilà les deux tôles où il y a le point de fusion, le point liquide dessus le courant à travers les deux tôles. Donc cette technique consiste à serrer les tôles assemblées. Première phase, il y a serrer les deux tôles, ça veut dire maintenir les deux tôles entre l'électrode mobile et l'électrode fixe. Le moyen de les maintenir soit au moyen hydraulique, pneumatique ou bien électromécanique, pour les faire traverser par un courant de très forte intensité, 500 حتى 150 ألف ampères, sous une très faible tension d'alimentation de 1 à 30 volts, continue ou alternatif, pendant une durée déterminée 5 millisecondes à 3 secondes. Donc la durée de liquide sur le courant, il varie en fonction de l'épaisseur de l'étole. L'épaisseur très grande, et la durée très plus longue. Aussi en fonction de la résistivité. Plus la résistivité augmente, plus la durée augmente. Jusqu'à la création d'un point de fusion. Jusqu'à avec le point liquide sur le courant qui double les deux tôles. Donc comme ça on a l'animation l'électrode fixe, l'électrode mobile
première étape serrer les deux tôles مع هادو. Après le passage ديال الكورون كتبقى على واحد لو بوين دو لا فيزيون. Une fois qu'il y a la point de fusion, quand on le refroidissement, le refroidissement, comme ça on a réalisé le soudage. Donc après le passage du courant avec les électrodes, ils vont chauffer, donc on doit les refroidir en le mettant dans l'eau. Donc voilà le système. Les noms de chaque élément. Donc un c'est le bras manipulateur, le bras ADA, c'est un bras manipulateur, donc un de 6 axes, il va faire un mouvement suivant 6 axes. 2 c'est la tête qui va réaliser le soudage. Donc pour réaliser un très grand nombre de points de soudure sur les tôles à des points précis, l'entreprise sont équipées de robots industriels de soudage par points qui permettent donc en gras il y a la fonction ديال le robot d'assembler automatiquement des tôles par application de points de soudure. Le robot de soudage par points, support de cette épreuve, possède un système articulé semblable à un bras humain. Donc le bras articulé, les mouvements les dire comme un bras humain. Ce bras manipulateur s'articule sur plusieurs axes. Donc, il y a 6 axes. Il est muni d'une tête de soudage par point. C'est l'organe effectueur. Donc, il y a le bras, et le bras muni d'un effectueur, la tête de soudage. Donc, on va faire le détail le bras manipulateur. Donc un bras manipulateur 6 axes, il permet de faire un mouvement suivant 6 axes. Donc il permet le déplacement de la tête de soudage. Donc la tête de soudage n'est pas représentée de façon précise, suivant 6 axes. Donc on cherche les éléments le bras manipulateur. Le premier élément, il y a l'embase. Dans l'embase, il y a la partie fixe qui ne fait aucun mouvement. Donc comme vous voyez ici, il est lié au sol par des vis. Le bâti, donc le bâti, tourne par rapport à l'embase. Donc il fait un mouvement par rapport à l'embase, suivant l'axe A1. Donc voilà l'axe A1 qui permet de faire une rotation suivant 2 sens. Par l'intermédiaire qui va générer avec le mouvement de rotation l'actionneur M1, donc c'est un moteur. Le bras, donc il y a le bras, il permet de faire une rotation, tourne par rapport au bâti fixe. Donc il tourne par rapport à il tourne aussi par rapport à le bras tourne par rapport au bâti, par rapport au bâti suivant l'axe A2. Donc l'axe A2. Donc le bâti il permet une rotation suivant l'axe A2, rotation suivant 2 sens aussi. Aussi on a l'avant-bras ou l'avant-bras. Donc l'avant-bras tourne aussi par rapport au bras. Donc il tourne par rapport au bras suivant l'axe A3. Donc aussi un mouvement de rotation suivant 2 axes. On a aussi la ligne du poignet, la ligne du poignet, il tourne aussi par rapport à l'avant-bras suivant l'axe A4. Donc l'axe A4 donc la rotation suivant 2 sens. Donc l'actionneur ici c'est M4. Le poignet, donc le poignet donc le poignet aussi il tourne par rapport à la ligne du poignet suivant l'axe A5. Rotation suivant 2 sens. L'actionneur c'est M5. Aussi la tête du poignet tourne par rapport au poignet suivant l'axe A6. Donc voilà l'axe de rotation de la tête du poignet. Donc suivant aussi 2 axes. Donc il n'est pas représenté ici. On va le voir par la suite. Donc voilà la tête de soudage. Donc on a zoomé à la partie donc on a le capteur de force pour mesurer la force
ديال serrage ديال les deux tôles. Donc on va mettre les tôles ici, on va les serrer par l'électrode mobile ou l'électrode fixe. Donc هذا هو l'électrode fixe, هذا l'électrode mobile. Il va se déplacer, faire une translation pour serrer les tôles ici. عندنا واحد le mouvement de translation est réalisé par un moteur MT. وعندنا هنا un codeur optique pour mesurer la vitesse de rotation ديال le moteur. C'est un capteur. وعندنا un transformateur pour transformer la tension du réseau à la tension d'alimentation ديال هذا le moteur هذا. Donc voilà. وعندنا واحد le colisseau, c'est un système entre le moteur et le système la translation se fait par un système vésicro. Donc on a le moteur, le colisseau, système vésicro et électrode mobile. Donc il est fixé sur la tête du poignet du bras manipulateur. Il comporte les éléments suivants: deux électrodes en cuivre, l'une fixe et l'autre mobile, un actionneur MT, ça veut dire le moteur, qui entraîne l'électrode mobile à travers un système vésicro, ou un transformateur qui adapte l'intensité du courant électrique nécessaire au soudage. Donc le transformateur, il va adapter l'intensité du courant. Donc le moteur, la vitesse du moteur fonctionne le courant qui va être généré par le transformateur. On a un capteur de force qui mesure les intensités des forces de serrage et de forgeage appliquées sur les tôles à souder par les électrodes. Un codeur optique qui détecte la position de l'électrode mobile. Donc ici on va voir le cycle de soudage d'un point. Donc le cycle de soudage il se fait suivant 5 phases. Première phase, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à le cinquième. On a la courbe de la force. On a la courbe de le courant. يعني quelle phase on va réaliser, on va appliquer une force. Ou quelle phase on va appliquer un courant. Donc la première phase, il y a la phase accostage, positionner les électrodes. Quand j'ai les deux tôles, on va les mettre, on va les positionner. Donc voilà, on a mis ici les tôles sur l'électrode fixe. L'électrode mobile, il est séparé. Elle est déjà elle est loin des tôles. Donc il y a la phase d'accostage. On n'applique aucune force et aucun courant. Quand j'ai la phase tania, serrage, saisir et maintenir les tôles. Donc on va appliquer ici une force F1 sur l'électrode mobile. L'électrode mobile va avancer et appliquer une force sur les tôles. Donc la force elle est fixe, elle est constante. Donc après la force va rester la même. Donc la force va rester la même. La phase de soudage. Donc la phase de soudage, on va faire circuler un courant électrique ou avec le courant qui est de forte intensité pour réaliser le point de fusion. Donc la force va rester le même et en même temps on va appliquer un courant. L'intensité du courant elle est constante ou l'intensité. Donc après à la fin du soudage, on a réalisé le point de la fusion. Donc on va augmenter la force. La dernière phase, avant-dernière la phase, il y a la phase de forgeage. Après on a réalisé le point de fusion, on va augmenter encore la force pour assurer la continuité de le point de fusion. Donc après on va la dernière phase va relâchement, écarter les électrodes. Avec l'électrode mobile va être séparé de les tôles. Donc après qu'est-ce qu'on a dit, la fin le cycle de soudage. هنا كتبدا une autre cycle. Donc on a le cycle هي donc on a la première phase, deuxième, troisième, quatrième jusqu'à cinquième.
Donc, fonctionnement du robot de soudage par points. Les opérations de mise en place et de fixation des tôles sur la plateforme de soudage sont effectuées manuellement par l'opérateur. Donc, la mise en place des tôles manuellement par l'opérateur. Mais le cycle de soudage des tôles est contrôlé par programme d'une façon automatique. Donc, le soudage se fait automatiquement, mais la mise en place les tôles se fait par l'opérateur manuellement. Maintenant, on passe à la situation d'évaluation numéro 1, donc l'analyse fonctionnelle et étude de transmission de la puissance. Donc, la tâche 1, application de quelques outils de l'analyse fonctionnelle. Donc, la question 1, exprimer le besoin à satisfaire en complétant le diagramme bêta-corne. Donc, voilà, le diagramme bêta-corne n'est pas complet. Donc, on a l'utilisateur, on a le nom du système robot de soudage par point. Donc, on doit compléter sur quoi agit-il ou la fonction du système. Donc, on va se servir le diagramme, l'axiogramme A0. Donc, l'axiogramme A0, on a la fonction assembler automatiquement des tôles par application de points de soudure. Donc, il y a la fonction du système, on va les mettre ici. Sur quoi agit-il? Assembler automatiquement des tôles. Donc, il va agir sur des tôles. Donc, sur quoi agit-il? Sur les tôles. Et la fonction, c'est assembler automatiquement des tôles par application de points de soudure. Donc, la question numéro 2, il y a préciser la matière d'œuvre entrante et la matière d'œuvre sortante. Donc, on a la matière d'œuvre entrante, la matière d'œuvre sortante. Donc, on va se servir de l'axiogramme A0. Donc, on a la matière d'œuvre entrante, il y a la matière d'œuvre sortante. Donc, la matière d'œuvre entrante, ce sont des tôles non assemblées. La matière d'œuvre sortante, ce sont des tôles assemblées. Pour la question numéro 3, pour le cas d'assemblage de deux tôles, tôle 1 et tôle 2, complétez le diagramme pieuvre à partir de la liste des fonctions de service. Donc, voilà le diagramme de pieuvre et voilà la liste des fonctions de service. Donc, on a FP assembler automatiquement des tôles par application de points de soudure. Donc, il y a la fonction principale qui contient deux éléments du milieu extérieur. Donc, il y a la fonction qui est deux milieux extérieurs entre le tôle 1 et le tôle 1 et tôle 2. Donc, là, on va mettre ici le nom de la fonction, il y a FP. Après, respecter l'environnement. Donc, on a l'élément extérieur ou à l'environnement. Donc, on a le FC1. FC2 va être facile à utiliser. Donc, FC2 a l'utilisateur. C'est lui qui va utiliser le système. Donc, il y a l'utilisateur FC2. FC3, respecter les normes de sécurité. Donc, l'élément extérieur ou la sécurité ou bien les normes de sécurité. Donc, il y a les normes de sécurité, il y a FC3. FC4, s'adapter à diverses dimensions des tôles. On a la dimension de les tôles à lier, à faire le soudage. Donc, on a les tôles. Donc, on a FC, il y a la tôle ou l'élément. Donc, on a FC4. FC5, utiliser l'énergie électrique du réseau. Donc, l'élément extérieur ou l'énergie électrique. Donc, le nom de la fonction, il y a FC5. On a être refroidi à l'eau. Donc, on a l'élément extérieur ou à l'eau. Donc, on a l'élément extérieur ou à l'eau. Donc, FC6. Donc, maintenant, on a terminé le diagramme de pieuvre. Donc, la tâche numéro 2, c'est la vérification de la vitesse angulaire du poignet. Donc, le constructeur annonce que la vitesse angulaire oméga A5, suivant l'axe A5, ne doit pas dépasser 258 degrés par seconde. Donc, on dit la vitesse d'avance la vitesse d'avance le poignet. Donc, la question, il y a, à partir de la liste fournie, choisir le nom de chacun des éléments du bras manipulateur.
Donc voilà, on a la liste fournie, on a le schéma cinématique ديال le système. Donc on doit mettre ici les noms de chaque pièce, de chaque classe d'équivalence. Donc on a ce qui est donné هو l'embase. Donc on a la classe d'équivalence qui est en marron, on a bleu ciel, on a violet, on a vert, rouge, et on a dernièrement il y a bleu. Donc on a ces éléments. Donc pour faire hadi, on va se servir de le système avant le bras manipulateur. Donc le premier élément il y a l'embase déjà donné. Deuxième élément qui est l'embase, il y a le bâti. Donc on a le bâti, on va mettre ici qui est en bleu ciel, il y a le bâti. Deuxièmement, après le bâti, on a le bras. Donc qui est en violet, on voit le bras. Après le bras, on a avant-bras. Donc l'avant-bras, on voit qui est en vert. Quatrièmement, on a l'élément qui est en rouge, on voit l'aine du poignet. Après, on a le poignet. Il y a les l'aine de poignet. Et dernièrement, la tête du poignet. Donc, on a terminé le schéma cinématique par les éléments fournis. Donc, la question numéro 5. Complétez le tableau en indiquant par une croix X ou les degrés de liberté pour chacun des liaisons. Donc, on a le tableau des liaisons. On a les noms de liaison de L1 jusqu'à L6. On a la rotation 3 rotations X, Y, Z, 3 translations X, Y, Z. Donc pour remplir le tableau, on va se servir le schéma cinématique du système. Donc voilà le schéma cinématique. Donc on a le repère X, Y, Z. Donc on a la liaison 1, c'est une liaison pivot. Donc la liaison pivot, quel mouvement il peut faire? Il peut faire juste une rotation. Donc la rotation suivant quel axe? Il a choisi l'axe ou Y. Donc on va mettre ici donc voilà la rotation suivant Y, l'axe Y. Après L2, donc L2 c'est une rotation, aussi c'est une liaison pivot. Donc suivant quel axe? Donc l'axe. Donc on voit que c'est l'axe X. Donc c'est une rotation suivant X. Après L3 c'est une rotation aussi suivant l'axe X. Pour la liaison L4, donc l'axe donc l'axe ou l'axe Z, il est parallèle au Z. Donc on va mettre rotation suivant Z. Après l'axe donc il est parallèle à X, donc c'est une liaison suivant X. Pour L5, c'est rotation suivant X. Pour la liaison L6, rotation suivant l'axe ou l'axe il est parallèle au Z, donc c'est une rotation suivant Z. Donc ça c'est le tableau de la liaison. Donc pour la question 6, quel est le type de courroie 75, 75 et 78 utilisé dans le schéma cinématique? C'était le principal avantage de son utilisation dans le robot. Donc il y a le schéma cinématique de le système. Donc 75 il y a donc 75 ou la courroie عندها le symbole هذا. Donc le symbole هذا qui c'est une courroie crantée. Donc هنا le tableau. Donc la courroie crantée عندها la forme هذا. Donc il y a la courroie crantée et la corne des dents. Donc le type de courroie 75 et 78 حتى 78 هي هذه عندها la forme هذا. Le symbole هذا كيعني أن le courroie le type ديالها c'est une courroie crantée. Donc la justification pourquoi on a utilisé la courroie crantée. Donc la courroie crantée elle permet une bonne adhérence. Une bonne adhérence, ça veut dire on va éviter le glissement de la courroie sur l'épaule. Donc bonne adhérence, pas de glissement.
C'est la cause pourquoi on a utilisé la courbe grande T. Donc la question 7. Calculer le rapport global de transmission KG de la chaîne de transmission entre M5 et 79. Donc voilà la chaîne de transmission. On a le moteur M5, le réducteur R5, l'engrenage conique 72-73, pour les courroies 74, 75, 76 et pour les courroies 77, 78, 79. La sortie, on a la vitesse de sortie N19. On a M5, on a N19. Donc KG est égal à N19, la vitesse de sortie divisée par la vitesse d'entrée. Donc on doit calculer le rapport de glissement global. Donc voilà le rapport de transmission ديال K1 هو 0,02866 ديال l'engrenage conique K2 pour les courroies K3 pour les courroies K4. Donc le rapport global هو le rapport ديال هذا فوا هذا فوا هذا K1 فوا K2 فوا K3 فوا K4 parce que elles sont en série. Donc voilà le schéma cinématique de la chaîne de transmission. Donc KG est égal à 79 divisé par M5. La fréquence de sortie divisé par la fréquence d'entrée est égale K1 fois K2 fois K3 fois 4. Il reste à calculer K2, K3 et K4. Donc K2, il y a le engrenage conique, il y a 72 mais 73. Donc K2 est égal le Z72 divisé par Z73. Donc K a déjà donné. Donc K2, il y a Z72 divisé par Z73, 24 sur 24 est égal à 1. Même chose pour la polycourroie. Donc la polycourroie a poly 74 ou la poly deuxième poly 76 ou a la courroie il y a 75. Donc D le diamètre il y a 74 divisé par le diamètre il y a 76. Pour K4 هو ديال deuxième polycourroie اللي هذا. Donc عندنا البوليكوروا عندنا le diamètre ديال 77 divisé par le diamètre ديال la poly 79. Donc 60 à 60 est égal à 1. Donc le rapport global est égal K1 اللي هو 0,02866 fois K2 est égal à 1 fois K3 est égal à 1 fois K4 est égal à 1. Donc finalement هذا هو le rapport global de la chaîne de transmission. Pour la question 8, sachant que NM5, la vitesse de rotation de le moteur, il y a 1500 tours par minute. Calculer N79. Donc, on a le rapport global de la chaîne de transmission. Voilà, N19 divisé par NM5. Et on a déjà calculé le rapport KG, la question précédente. Donc, on va mettre KG est égal à N79 divisé par NM5. Donc on a N79 ou M5 et KG déjà calculé. Donc on va mettre l'application numérique. Donc on va obtenir N79 égale 43 tours par minute. Donc la question 9, est-ce que cette valeur de N79 correspond à la vitesse angulaire? Pour la vitesse angulaire déjà annoncée par le constructeur, il y a 258 degrés par seconde. Donc on a trouvé N79 il y a 43 tours par minute. Donc on doit la convertir en degrés par seconde. Donc la tour il y a 360 degrés ou le minute il y a 60 secondes. Donc on va multiplier 360 divisé par 60. Donc on va obtenir 258 degrés par seconde. Donc c'est la valeur, cette valeur là correspond à la valeur annoncée par le constructeur.
Donc maintenant on passe à la tâche numéro 3, vérification de déplacement de l'électrode. Donc on a l'électrode mobile وهذا, عندنا l'électrode fixe وهذا, عندنا هو ان vis plus colisson, وعندنا هنا l'écrou. هنا la liaison بين l'écrou ou le moteur, c'est une liaison pivot. وعندنا هنا le codeur optique pour mesurer ou bien capter la position de l'électrode mobile. Donc les données هنايا عندنا système vis-écrou, le pas ديالو 5 mm, le moteur vitesse ديالو 1500 tours par minute, codeur optique incrémental, nombre de points, il y a 512 points, le disque fait 512 points. Donc on a le bâti de la tête de soudage, ça veut dire la partie fixe. Donc le constructeur du robot de soudage annonce que la précision de déplacement de l'électrode mobile ne dépasse pas 0,01 mm. Donc la précision du déplacement ne doit pas dépasser 0,0 mm. Donc pour ne pas endommager avec les tôles qui connaissent. Donc la question, quelle est la nature de mouvement des constituants du système vis-écrou? Donc la nature des mouvements de la vis ou l'écrou هي هذه. Donc هنايا la liaison بين le vis et l'écrou هي هذه, c'est une liaison hélicoïdale. Donc la vitesse, la liaison hélicoïdale. Donc l'écrou il est lié à l'axe qui est avec le moteur. Donc lorsque le moteur tourne, l'écrou il va tourner. Et lorsqu'il va tourner l'écrou, la vis va faire un mouvement de translation. Donc l'écrou va faire un mouvement de rotation, ou l'écrou va faire un mouvement de rotation, ou la vis va faire un mouvement de translation. Translation pour avancer pour serrer avec les tôles qui connaissent. Donc la nature du mouvement de l'écrou c'est une rotation. La nature du mouvement de la vis c'est une translation. La question 11, pour un tour du moteur, lorsque le moteur fait un tour, quelle est la valeur dp? Ça veut dire le déplacement de la vis, de l'électrode mobile. Donc le déplacement de l'électrode mobile ou bien de la vis. Donc on a le déplacement à quoi est égal la vis est égal le nombre de tours fois le pas, ou bien le pas fois le nombre de tours. Donc le nombre de tours c'est un tour, pour un tour. Le pas déjà donné chez 5 mm. Donc on va remplacer, c'est 1 fois 5 c'est 5 mm. Le déplacement de la vis pour un tour du moteur c'est 5 mm. Donc la question 12, pour une rotation du moteur de n est égal à 1 divisé par 512. Donc 512 c'est le nombre de points du codeur. Calculer la valeur dp'. dp', il y a le déplacement de l'électrode mobile. Yani machi m'a pas fait un tour complet, mais 1 sur 512 tours. Donc ça veut dire il a déplacé par un point. Donc il y a la formule qu'on va utiliser, il y a dp' est égal le nombre de tours fois le pas. Donc le nombre de tours, il y a 1 sur 512. Où le pas déjà donné, il y a 5 mm. Donc il va se déplacer par 0,0097 mm. Donc on peut dire le moteur 1 sur 512 tours, la vis va se déplacer par une distance de 0,0097. Donc la question 13, est-ce que la précision P annoncée par le constructeur est respectée? Donc on va justifier. Donc on a la précision P annoncée par le constructeur à 0,01 mm. On a calculé la plus petite valeur détectée par le codeur. On a trouvé il y a 0,077.
Donc 97. Donc la valeur il est inférieur à la précision. Donc comme ça on a respecté la valeur annoncée par le constructeur. Donc le plus petit déplacement de la vis ne doit pas être inférieur à la précision P annoncée par le constructeur. Donc maintenant la tâche numéro 4, c'est le travail graphique. Donc la question 14, complétez le dessin du coliseau 23 en vue de droite en coupe AA. Donc voilà le dessin, donc voilà le coliseau. Donc voilà les formes qui le coliseau, c'est une forme prismatique. Dans cette forme prismatique, on trouve des trous, des perçages. Donc on a le niveau là, on a le niveau là. Donc il y a la vie, la vie de face, il y a la vie de dessus, ou il y a la vie de droite. Donc on a la vie de droite, on coupe AA. Donc on a fait le côté là. Donc il y a la vie de droite. Donc nous كنشوفوا عندنا هنايا هاد لا فورم هذا ديجا إلي ديسيني، وعندنا هنا دي بيرساج لي ما كاينينش هنايا، ولكن حنا هادي ماشي لا في دو droite simple، سي اون كوب. دونك فوالا لو بلان دو كوب. دونك اون فا كوبي à ce niveau là. Donc on va couper à ce niveau là. Donc le plan de coupe va passer par l'axe ديال هاد les deux cylindres, les deux trous. Donc on va tout d'abord dessiner les trous هادو. Après on va dessiner هادو. Donc on va pour dessiner les trous هادو, on va se servir de la ligne 45. Donc la ligne 45 il va nous servir pour dessiner, pour savoir la largeur, le diamètre le diamètre et la position de les trous. Donc عندنا هنايا l'arête, le premier arête. Donc هنايا هاد لي trous هادو هنا le plan de coupe. Donc هاد les arêtes هاد les trous هادو ne sont pas visibles. Donc on va les dessiner par un trait en pointillé. Donc le deuxième arête. Donc maintenant on a dessiné les deux trous. Donc ils sont collinéaires, donc la même arête. Après la deuxième arête, on va dessiner les trous. Donc les lignes de projection, la ligne 45. Donc la projection la vue. Donc le premier arête et le deuxième arête et l'axe. Après on va dessiner les deux trous, le premier trou et le deuxième trou. Donc on va commencer par la première. Donc la ligne de projection, le premier arête, le deuxième arête, sans oublier l'axe, c'est une cylindre. Premier arête et le deuxième arête, la ligne de projection et l'axe. Donc on a continué la vue, qui ne sont pas visibles par les traits en pointillé, ou par les arêtes, par les traits continus. Donc après on va le plan de coupe, il va passer par la matière. Donc la matière on doit la hachurer. Donc fin qu'on a la matière, on a le niveau. Donc on va les trous sont le vide ou le reste ou la matière. Donc on va faire les hachures. Donc on a le vide, moi les trous. Donc les trous, le reste ce sont de la matière. Donc ne sont pas visibles, donc on déroule les hachures. Donc on a terminé la vue de droite coupe AA. Donc on passe maintenant à la situation d'évaluation numéro 2, l'étude énergétique. Donc premièrement, étude du circuit électrique de soudage. Donc voilà le schéma du circuit électrique. Il est composé de trois parties, F1, F2 et F3. Donc la partie F4 c'est la commande, elle n'est pas représentée ici. Donc F4 c'est la commande programmable de soudage, CPS. Donc
Ici, c'est le contrôle des thyristors, contrôle du courant de soudage par les thyristors. On a la mesure du courant de soudage. Donc, on a un capteur. On a contrôle de l'effort de serrage. Donc, ici aussi, on a un capteur. Donc, cette structure comprend l'alimentation électrique U, 400 prises, 400 volts prises entre deux phases. Donc la première phase et la deuxième phase. Donc deuxièmement, le modulateur d'énergie F1, gradateur monophasé à thyristor. Donc c'est un gradateur monophasé à thyristor. Le transformateur F2, donc c'est un transformateur dont les paramètres sont donnés ci-dessous. Donc on a la valeur efficace de la tension primaire. La tension ici le primaire ou 400 volts. Ou la valeur efficace de la tension secondaire à vide, il y a U20 égale 13,5. Donc on a la tension à vide, il n'y a aucune charge. On a la tension primaire, donc la tension primaire U1 400 volts. Ou la tension à vide, il y a U20, il y a 13,5 volts. Ou l'intensité du courant secondaire ponctuellement admissible lors des essais. Donc électrode serrée. Donc lorsque les deux électrodes sont en contact, ça veut dire il n'y a aucune tôle ici. Ça veut dire ça, on l'appelle l'essai en court-circuit. Donc le courant du court-circuit, il y a 23 kA. Les électrodes F3 est une électrode fixe et une électrode mobile. Donc à deux mots les électrodes. La commande programmable de soudage CPS F4, elle gère le réglage des intensités de soudage, le cycle de soudage, l'effort de serrage, les informations de contrôle et de surveillance des défauts et de la communication avec le robot de soudage. Donc la commande, elle va commander l'intensité du courant de soudage, combien l'intensité dialogue, le cycle. Donc le cycle, on a vu que le cycle de soudage se fait en 5 phases. L'effort de serrage pour serrer avec les deux tôles, ou les informations de contrôle et de surveillance des défauts en cas de défaut, et la communication avec le robot de soudage. Donc la tâche numéro 1, la modélisation de la zone traversée par le courant de soudage. Donc la résistance R entre électrode F3 se décompose en 5 éléments. Donc on a modélisé avec on a modélisé avec le courant passé par à travers avec les 5 éléments par des résistances électriques. Donc lorsque le courant passe, il va traverser le premier électrode, la première tôle, la deuxième tôle, ou bien le vide, c'est une résistance. Après le deuxième électrode qui est fixe. Donc le premier électrode c'est R1, le premier tôle R3, le vide les deux, le point de fusion il y a R5, au R4 il y a la deuxième tôle, au R2 c'est l'électrode fixe. Donc on a les valeurs R1 est égal à R2, les résistances des contacts des électrodes, R3, R4 les résistances ohmiques des tôles, R5 résistance des contacts entre les deux tôles. Le courant est généré par un générateur de courant dont la valeur est régulée. La totalité du courant I circule dans un tube de métal de diamètre D. Donc la totalité, donc le moteur n'est pas divisé sur toute la surface, mais il est en total, il traverse le diamètre d'IL D est égal à 5 mm. Donc voilà D le diamètre, voilà le passage de le courant, l'électrode mobile et l'électrode fixe. La première tôle, la deuxième tôle. La première tôle a l'épaisseur de E. L'épaisseur d'une tôle E est égale à 2 mm. Où le courant I réglé à 10 kA est généré pendant une durée de 10 millisecondes. Donc avec le courant, il passe durant 10 millisecondes pour générer le point de fusion entre les deux tôles.
La résistivité ديال le fer هي ρ est égale 140 في 10 أس ناقص سود ohm mètre. À de la valeur en tenant compte de la température pendant l'échauffement. Donc l'échauffement, on a في l'échauffement la résistivité diminue. Donc هنايا هذه la résistivité en cours de réchauffement. Donc par application de la relation ρ est égale ρ fois L à la S. ρ il y a la résistivité, il le métal, L la longueur et S la section. Donc la question il y a calculer la valeur de la résistance E3 en micro-ohm de la tôle en fer pendant l'échauffement. Donc هنايا عندنا la tôle en fer. Donc la résistivité ديال le fer عندنا و la longueur ديالها هي l'épaisseur هي E و S كنعرفوا حنا لا كان la surface circulaire est égale PR au carré. Donc R3 est égal ρ fois L à la S, ρ avec ρ هي 140 في 10 أس ناقص سود ohm mètre. L هي l'épaisseur 2 mm. وعندنا la surface هي S est égal pi D au carré sur 4. Donc on va remplacer la relation هذه. Donc هنايا ρ 4L pi D au carré. Donc maintenant on va remplacer par les valeurs numériques. Et finalement on va obtenir R est égal 9,9 micro-ohm. Donc il y a la résistance d'elle une tôle de fer. Donc on a modélisé le passage du courant à travers les 5 matières par chaque matière a la résistance. Donc le courant passe, on a la tension U2. Donc la résistance R1 et 2 est égale 20 micros, R3 et R4 est égal 10 micros, R5 est égal 200 micros. Et le courant qui passe, il y a 10 kA. La question calculer la valeur efficace de la tension U2 à appliquer entre les deux électrodes. Donc là, on va utiliser la loi d'Ohm. U2 est égal R à la somme des résistances fois le courant. Donc on va remplacer et on va calculer, on va trouver que U2, la tension entre les 5 résistances est égale 2,6 volts. Donc la question 17, calculer l'énergie électrique E en joules transformée par la résistance R5 de contact pendant une impulsion de 10 millisecondes. Donc on a l'énergie, il y a les valeurs de la résistance. R5 il y a 200 micro-ohms, le courant il y a 10 kA. Donc on a l'énergie, il y a la puissance fois le temps, ou la puissance transforme la puissance il y a R I au carré par effet joule. Donc il y a égal R5 fois E au carré. On va remplacer Fahadi. On va trouver R5 fois E au carré fois T. T il y a 10 millisecondes, et il y a 10 kA, ou R5 il y a 200 micro-ohms. Donc on va remplacer et on va calculer, on va trouver que l'énergie il y a 200 joules. Il y a l'énergie transformée par la résistance R5 pendant une impulsion du courant électrique de durée de 10 millisecondes. Donc la tâche numéro 2, modélisation de l'ensemble des transformateurs F2. Donc la modélisation des transformateurs F2 s'effectue à partir de relever l'ordre. On a deux essais. Le premier essai, il y a l'essai à vide. Donc l'essai à vide, c'est aucune charge dans la sortie du transformateur. Donc on a la tension U1. Dans la sortie, on va mettre aucune circuit ouvert. On l'appelle l'essai à vide. Donc on a la tension, le courant I2 est égal à 0, et on a un circuit ouvert. Ou la tension U20. Donc U20 est égal à 13,5. Ou la tension primaire est 400 volts. On a le deuxième ici, il y a l'essai en court-circuit. Donc l'essai en court-circuit, on a mis les deux électrodes en contact. Mais on a chez les tôles بيناتهم. Donc on a le courant qui a la tension. بما أن عندنا هنا le court-circuit, la tension est égale à 0.
où le courant du court-circuit il y a 23 kΩ, où la tension primaire elle est fixe, il y a 400 volts. Calculer le rapport de transformation M. Donc le rapport de transformation M هو la tension du secondaire divisé par la tension du primaire, ou la tension secondaire à vide, ou U20 divisé par U1. Donc ou 13,5 divisé par 400. Donc M est égal à 0,00375. Donc on a le rapport de transformation du transformateur. Donc la question 19, calculer l'impédance équivalente ZS vide secondaire de transformateur. Donc la résistance de sortie, il y a le courant, il y a la tension à vide divisé par le courant du court-circuit. Donc ZS est égal à U20 divisé par I de CC. Donc U20 il y a 13,5, ou I de CC il y a 23 kA. Donc ZS est égal à 0,875 milliohms. Donc la question 20, on déduire l'impédance ZP du modèle équivalent de l'impédance ZS. Donc ZS il est ramené au primaire du transformateur. Donc lorsqu'il est ramené ou bien ramené vers le primaire du transformateur, il va être multiplié fois le rapport de transformation au carré. Donc ZP est égal à ZS divisé par M au carré. Donc ZP, il y a l'impédance de sortie ramenée au primaire. Donc par définition, il y a l'impédance de sortie divisée par le rapport de transformation au carré. Donc ZS déjà calculé, ou M déjà calculé aussi. Donc on va remplacer et on va obtenir il y a 0,515 ohms. Donc la tâche numéro 3, étude du gradateur F1. Donc on donne le schéma du gradateur monophasé débutant sur le primaire du transformateur, considéré comme une charge résistive pure, RPT, effet de l'inductance négligé. Donc on a l'effet de l'inductance du transformateur, il est négligé. Donc on a la sortie de le gradateur et l'entrée du transformateur. Donc le courant débité ici, il va débiter sur le primaire du transformateur. Donc on a deux thyristors, TH1 et TH2. On a la tension de l'entrée, on a la tension de sortie V1. On a le courant I. Les thyristors sont amorcés avec un retard angulaire, alpha est égal à oméga T0, par rapport au passage à 0 de la tension UT. Donc avec un retard. Avant le passage de UT à 0, il va être amorcé. On donne U est égal à 400 et RPT est égal à 0,73 ohms. Donc tracer le chronogramme de la tension V1T et la tension V1T au bord de la résistance RP, la tension au bord de la résistance AD, pour alpha est égal à P divisé par P sur 2, et indiquer les intervalles de conduction des deux thyristors TH1 et TH2. Donc la tension UT, on doit tracer la tension V1 de T. Donc on va écrire ici le thyristor qui est amorcé, qui va conduire, et ici on va mettre la forme de la tension. Donc on a alpha est égal à P1,5. Donc avant le passage à 0, il va être amorcé. Avant le passage à 0 par alpha est égal à P1,5, il va être amorcé avec le thyristor. Donc il va être amorcé à partir de 5. Donc avant 5, il est bloqué. Donc on n'a aucun thyristor ne conduit, ni TH1 ni TH2. Donc on n'a aucun. Donc il n'y a aucun. Donc la tension, est-ce qu'il y a un courant qui passe? Donc il n'y a aucun courant qui passe. Donc V1 est égal à 0. Donc il va être égal à 0.
Après, on a P2, P1 demi qui bda le thyristor TH1, il va conduire. Donc, on a l'alternance positive. TH1, il va conduire l'alternance positive. Ou TH2, il va conduire l'alternance négative. Donc, on a 0, P1 demi, on a qui bda le TH1 qui est passante, qui va être amorcé. Donc, on va écrire TH1. Donc, on a le TH1 d'abord qui est passante. Donc, on a la tension V1 qui est la tension U. Donc, on a la partie il va être tel qu'il V1 est égal U. Donc, on va écrire, on va tracer la courbe comme elle est là. Après, lorsque V1 passe à 0, TH1 devient bloqué. Donc, on TH2 هو اللي خصو يولي باسون. دونك فوقاش كيولي باسون حتى كدوز واحد لا ديوري ديال P1 demi. Donc هنايا avant le passage ديال كيولي supérieur à 1 avant de P sur 2 عاد كيولي TH2. donc فهاد l'intervalle هذا TH2 n'est pas passante ou TH1 FC n'est pas passant. Donc on a aucun, il n'y a aucun thyristor le conduit. Donc on a la tension V1 est égale à 0. Après qu'il y ait TH2 ou qui est passante, qu'il va être amorcé. Donc on a la forme telle qu'elle, il va être, on va le mettre ici. Donc voilà. Donc هذا la forme de la tension V1. La sortie de gradateur. Donc la question 21, sachant que V1 efficace égale I racine 1 moins alpha sur P plus sinus de alpha de P. Alpha il y a l'angle d'amorçage. Calculer la valeur efficace IF de I1 de I de T pour alpha est égal P demi. Donc on a le courant I de T, la valeur efficace d'ILO. شنو كتساوي la tension efficace divisée par RPT. Donc I efficace est égal la valeur efficace de la tension V1 divisée par RT. خصنا نحسبوا la tension V1 efficace RPT عندنا هي 0.73. نستعملوا هاد la relation هادي اللي عطاونا. Donc on va remplacer alpha par P demi. Après calcul, on va avoir V1 est égal de 282,84 volts. Donc on va remplacer Naya divisé par 73 de RPT. On va obtenir est égal 387,45 ampères. Donc il y a la valeur efficace de le courant qui circule fait la résistance. Donc l'étude du moteur M6, il y a deuxième partie. Donc la tête pour réaliser un tour complet autour de son axe, son entraînement en rotation effectué par un moteur M6, pas à pas. Donc le moteur M6 c'est un moteur pas à pas à travers un réducteur. Donc le réducteur c'est un réducteur à vis roue et vis c'est un roue, c'est un système vis-écro. Donc voilà le moteur pas à pas. Les caractéristiques de le moteur, on a 4 phases, donc 4 bobines, A, B, C, D. On a l'angle par pas, ça veut dire lorsqu'il tourne par un pas, il y a l'angle de rotation, il y a 1,8 degrés. L'alimentation de le moteur, il y a 12 volts. Ou la résistance par phase, il y a la phase de chaque bobine, il y a 12 ohms. Ou l'inductance par phase, elle est égale 56 millihenry. Donc le schéma de câblage des moteurs et les chronogrammes de sa commande seraient présentés ci-dessus. Donc on a la carte de commande de les bobines de le moteur pas à pas, K1, KB, KC, KD. Donc on a la carte de commande, l'alimentation de la 12 volts, et on a l'horloge. Donc l'horloge est comme un maestro. Donc le maestro il va synchroniser. Donc
في l'orchestre كيكونوا عندنا plusieurs musiciens. Donc pour synchroniser le jeu, on va utiliser l'horloge. Donc l'horloge comme un maestro de l'orchestre. Donc il va commander les bobines lorsqu'il y a une tension qui passe à la bobine. Donc il va être excité. Sinon il est désexcité. Donc l'horloge. Donc l'horloge. Les KA, KB, KC. Donc on a la question. Quel est le mode de commande utilisé pour ce moteur? Moteur pas entier ou moteur demi-pas? Justifiez votre réponse. Donc avec le moteur pas à pas, est-ce qu'il est mode pas entier ou bien mode demi-pas? Donc on va voir la commande هذه. Donc il a شفنا هنايا عندنا هنايا pour la première impulsion عندنا هنايا. Donc شنو كنشوفوا هنا K A est égal 0, KB est égal 1, KC est égal 0, KD. On a donné KA est égal à 1, KB est égal à 1, KD est égal à 1. Après, KD est égal à 1, ou KA est égal à 1. Donc, pour chaque cycle, on a deux bobines qui sont commandées. Aussi, KD qui est égal à 1. Au KA aussi. Donc à chaque cycle, on va commander deux bobines. Donc il y a deux bobines qui sont commandées. Donc on a un mode pas entier. Il y a le nombre de bobines qui vont être excitées chaque cycle diffère. Donc on a un mode demi-pas. Donc mode de commande, c'est un mode pas entier. La justification. On excite le même nombre de bobines à la fois pendant chaque cycle de l'horloge. Donc chaque cycle de l'horloge, on a deux bobines qui vont être excitées. Donc c'est le mode, c'est pas entier. Donc la question 24, calculer le nombre de points pour un tour complet de son axe. Donc le nombre de points pour un tour est égal à, pour un tour, à 360 degrés. Chaque tour, chaque pas, on a 1,8. Donc, le nombre de tours, à quoi est égal 360 degrés, un tour complet, divisé par l'angle par pas. Donc, 360 divisé par angle par pas. On a l'angle par pas. Pour chaque pas, le moteur tourne par 1,8 degrés, déjà donné les données. Donc on va remplacer 360 divisé 1,8. Donc on va obtenir le nombre de points, il y a 200. Donc la question 25, calculer le courant IA d'alimentation par phase. Donc la phase le transformateur ou bien la bobine, le moteur, il est composé d'une résistance et d'une inductance. L'effet de l'inductance est négligé. Donc je ne la loi d'Ohm est égale V est égal R fois I. Donc on a IR, c'est V divisé par R. Donc on va remplacer V, l'alimentation de le moteur il y a 12, ou la résistance pour chaque phase il y a 12 aussi. Donc le courant il y a 1 ampère. Donc la question numéro 26. Déterminer la durée T d'un tour de l'axe du moteur. Donc le moteur pas à pas fait chaque fois fait un pas jusqu'à faire un tour complet. Donc on a la durée pour faire un tour complet. Donc on a le nombre de pas, le nombre de tours, il y a un nombre de points ou 200. Ou chaque point, chaque pas, il va faire le temps. Donc on va mettre le temps nécessaire pour faire un tour complet, ou le nombre de points fois le temps pour chaque point, pour chaque pas. Donc le nombre de points fois le temps pour chaque pas. Donc on a le temps, mais le temps, on a la fréquence de l'horloge. Donc on a le temps, on a la période
ديال l'horloge. La fréquence il y a 1 sur T. Donc T, on va le convertir en fréquence. Donc T il y a 1 sur FH. Donc tous les NPT, le nombre de points divisé par FH, la fréquence de l'horloge. Donc on va remplacer 200 divisé par 300. Donc T est égal 0,67 secondes. Donc le moteur fait le moteur fait un tour pendant une durée de 0,67 secondes. Donc la question 27, on déduire la vitesse de rotation n en tours par minute. Donc lorsque le moteur fait un tour, il va faire une durée de 67. Donc pour un tour, il va faire 0,67 tours. Donc la vitesse de rotation, il y a 0,67 tours par seconde. Là, on doit la convertir en minutes, on doit multiplier fois 60. Donc une minute est égale à 60 secondes. Donc on va obtenir 90 tours par minute. C'est-à-dire la vitesse de rotation d'un moteur. Donc la situation d'évaluation numéro 3, l'étude de la chaîne d'information. Donc premièrement, étude de la chaîne d'acquisition des forces de serrage et de forgeage. Donc si l'effort exercé par les électrodes sur le tôle n'est pas respecté, la qualité des soudures sera médiocre. Donc pour améliorer la qualité de soudure, on doit respecter la force exercée sur des électrodes sur les tôles. Un contrôle des forces de serrage et de forgeage est donc indispensable. Donc on a le schéma de mesure. Donc on a l'effort, ça veut dire la force. FP1, elle va convertir la force en tension. Donc on a un capteur. Après on va faire une amplification de la tension. Après on va faire un filtrage pour éliminer les signaux parasites. Après on va faire une conversion analogique numérique à l'intérieur de l'API, automate programmable industriel. Donc on va mettre ici une tension, on va obtenir un nombre. Le nombre il est codé en binaire, donc c'est une conversion analogique numérique. Donc on a FP1 jusqu'à FP4. Donc premièrement on va la page 1, étude de la fonction FP1. Donc la mesure des forces de serrage et de forgeage se fait à l'aide d'un capteur de force à jauge d'extensimétrie. Donc voilà le capteur de force. Donc ce capteur comporte 4 jauges de contraintes identiques montées en pont de Wheatstone. Donc voilà le pont de Wheatstone. Donc il est composé de 4 résistances. Les résistances sont montées sous forme d'un carré, R1, R2, R3, R4. Donc on a fait le point la tension VB, on a la tension VA, on a la tension V. On a la tension d'alimentation ou E. Donc R1 et R2, jauge qui travaille en extension. Avec R1 est égal à R3 est égal à R0 plus delta R. Avec R0, la résistance au repos. La résistance au repos, il y a la résistance lorsqu'il n'y a pas de force exercée sur le capteur. R2 et R4, jauge qui travaille en compression. Donc on a l'extension et R1 et R3 qui vont fonctionner. La compression R2 et R4 qui vont être fonctionnées. Donc R2 est égal à R4 est égal à R0 moins delta R avec R0 résistance au repos. Ça veut dire aucune force ni de compression ni d'extension ni appliquée. Donc la variation relative delta R sur R0 de la résistance d'une jauge est liée à l'effort F par la relation. Donc delta R et R0 est égal à K fois F. K il y a 4 fois 10 à la puissance moins 7 divisé par Newton.
Donc K c'est une constante, ou F c'est la force. La force exercée sur le capteur. Donc la question 28, exprimer les tensions VA et VB en fonction de R0 et delta R. Donc on a la tension V1 ou la tension VB. On doit l'exprimer en E, R0 et delta R. Donc on a la tension au bord ديال R3. donc on a واحد هنا هاد التنسيون E هو هذا. donc entre هنايا هاد la tension E هو la tension entre هاد le point و هاد le point. donc هنايا عندنا VA, عندنا واحد la tension E و هاد la source. après عندنا R2 عندنا R3 و VA هي la tension au bord ديال R3. donc on a نستعملو la diviseur de tension. donc VA est égal à R3 divisé par R2 plus R3 fois la tension d'alimentation ou E. Même chose pour VB. donc VB, on a la tension E, on a la tension R4, on a R1. donc on a la tension E, ou la tension source, ou on a la tension divisée ou VB. donc VB est égal à R4 divisé par R1 plus R4 fois E. donc on va utiliser le diviseur de tension. V est égal à R3 divisé par R2 plus R3 fois E, ou R4, ou VB il y a R4 divisé par R1 plus R4 fois E. وكنعرفوا حنايا في les données عطاونا R2 est égal à R4 est égal à R0 moins delta R, وعطاونا aussi R1 est égal à R3 est égal à R0 plus delta R. donc on va remplacer les résistances par les R0 moins delta R ou bien R0 plus delta R. donc R3 هي هذه R0 plus delta R, وهنا R2 هي هذه R0 moins delta R. donc même chose pour VB. après simplification on va obtenir V est égal à R0 plus delta R divisé par 2 R0 fois E. pour VB R0 moins delta R divisé par 2 R0 fois E. donc هادو هما les valeurs de VA et VB en fonction ديال E, R0 et delta R. donc la question 29, montrer alors que V est égal à delta R divisé par R0 fois E. donc حنا كنعرفوا ان V هاني هاد لا طونسيون هادي V à quoi est égal VA moins VB. donc هنا استعملنا الواد مايل ان VB plus VA est égal plus V est égal VA. donc V est égal VA moins VB. donc V est égal VA moins VB. donc VA déjà شفنا la formule ديالها هي R0 plus delta R على R0E. شفنا aussi la formule ديال VB. donc on va faire la différence. donc هنايا عندنا même dénominateur هو 2R0. donc on va simplifier, on va obtenir que V est égal à delta R divisé par R0 fois E. donc la question 30, on déduire l'expression de V en fonction de F. on prend E est égal à 10 volts. donc حنا كنعرفوا هنايا déjà في la question précédente V est égal à delta R divisé par R0 fois E. و delta R على R0 عطاونا في les données شحال هي K fois F, la constante fois la force. donc on va remplacer delta R par R0 la R0 par K fois F. donc K déjà donné les données هي 4 في 10 أس ناقص 7 نيوتن moins 1 و E عطاونا هي 10 volts. donc on va remplacer. donc après calcul on va obtenir que V est égal 10 fois 4 fois 10 la puissance moins 6 fois F. donc la relation entre la tension et la force est هذه. donc la force elle est convertie en tension par ce capteur là. donc هنايا عندنا on va multiplier chaque force exercée sur le capteur fois 4 10 à la puissance moins 6 et on va obtenir la tension de sortie. donc la question 32, qu'il y a alors la valeur de la sensibilité S du capteur. donc la sensibilité il y a la tension de la sortie et la tension de l'entrée. la tension ou le grandeur de sortie et le grandeur d'entrée.
la grandeur de sortie ou la tension, la grandeur d'entrée ou une force. Donc S est égal delta, la variation de grandeur de sortie de V divisé par delta F, la variation de la grandeur d'entrée ou la force. Donc on a déjà la question précédente, on a trouvé que V est égal 4 fois 10 à la puissance moins 6 fois F. Donc on va faire entrer delta, la variation vers la V et la F. Donc delta V est égal 4 10 à la puissance moins 6 delta F. Donc on va diviser par delta F. S, la sensibilité est égale 4 fois 10 à la puissance moins 6 volts divisé par newton, la tension en volts et la force en newton. Mais en microvolt, donc on va 10 à la puissance moins 6 volts et il y a 1 microvolt. Donc là voilà, S est égal 4 microvolts divisé par newton. Donc la question numéro 32, calculer la valeur Vmax de V qui correspond à la valeur maximale Fmax. Donc on a la relation entre la tension et la force. Déjà, les questions précédentes. Donc V est égal 4 fois 10 à la puissance moins 6 fois F. Donc on a la max ou max. Donc Vmax est égal 4 fois 10 à la puissance moins 5 Fmax. Donc on a Fmax il y a 2500 newtons. Donc Vmax à quoi est égal? On va remplacer Fmax par 2500. Donc Vmax à quoi est égal? Il y a 10 millivolts. La tâche numéro 2, c'est étude de la fonction FP2. Le schéma de l'étage FP2 est donné ci-contre. Les amplificateurs opérationnels A et A3 sont supposés parfaits. Donc il y a le schéma de l'étage FP2. Donc il est composé de les deux amplificateurs opérationnels A et A2. Troisième c'est A3. Donc il y a A1 et A2, ce sont un montage suiveur. Montage suiveur, il y a l'entrée est égale à la sortie. Donc quel est le rôle des amplificateurs opérationnels A1 et A2 montés en suiveur? Donc l'étage suiveur, donc l'entrée est égale à la sortie. Donc à quoi sert le suiveur? هو أن عندنا l'impédance ديال la sortie ديال suiveur elle est nulle. Donc pour minimiser le courant, donc là quand le courant très fort, il est mettre le suiveur qui colle le courant très fort qui aura la chute de tension. Donc on va mettre le suiveur pour minimiser l'impédance de sortie. Et lorsqu'on va minimiser l'impédance de sortie, on va minimiser la chute de tension. Donc pour adapter l'impédance. Donc le rôle des amplificateurs A1 et A2 c'est adapter l'impédance pour minimiser la chute de tension la sortie de l'entrée du deuxième étage. Donc sachant la question 34, sachant que V est égal à V1 moins V2, montrer que V3 est égal à R6 divisé par R5 fois V. Donc pour faire ça, on va calculer la tension V plus ou la tension V moins. Donc V plus est ou la tension. Donc à quoi est égal la tension? On a la tension V1, on a une résistance, on a deuxième résistance, on a la tension au bord de la résistance R6. Donc on va utiliser le diviseur de tension. Donc on a V plus à quoi est égal? Il y a la résistance R6 divisé par R5 plus R6 fois V1. Pour V-, donc on va utiliser le théorème de superposition. Donc on a la tension V2 ou on a R5, on a la tension V3 ou R6. Donc on a la tension à quoi est égal? Égal V2 divisé par R5 plus V3 divisé par R6, le tout sur 1 sur R5 plus 1 sur R6. Donc on a le théorème de superposition. Donc voilà, V3 divisé par R6, on a V3 divisé par R6,
la tension divisée par la résistance AD. Donc on a la deuxième branche, il y a V2 divisé par R6. Le tout sur 1 sur la somme, l'inverse de la somme de les résistances. 1 sur 1,5 plus 1 sur R6. Donc après simplification, on va obtenir V- est égal R6 V2 plus R5 V3 divisé par R5 plus R6. وعندنا هنايا هذا l'amplificateur en régime linéaire, ça veut dire V plus est égal V moins. Donc il a quand V plus est égal V moins, donc V plus y a dit, V moins y a dit. On va faire l'identification. Donc il y a V plus ou bien V moins est égal V plus. Donc on a R6, on a le même dénominateur R6, R5. R6, R5, on va simplifier par R6 par R5. On va obtenir R6 fois V2 plus R5 fois V3 est égal R6 fois V1. Donc on a R6 V2, le deuxième membre. Donc on va obtenir R5 divisé par V3. On a R6 fois V2. Donc on a le même coefficient R6 là. On va factoriser. On va multiplier par R5. Et donc V3 est égal R6 divisé par R5 fois V1 moins V2. On a V1 moins V2, il y a V. Donc on va remplacer V1 moins V2 par V. Donc V3 est égal R6 divisé par R5 fois V. Donc il y a la relation qu'on doit montrer. Pour la question 35, on donne R6 10 kΩ. Calculer R5 pour obtenir V3 est égal 0,5 V lorsque F est égal à 2500 newtons. Donc déjà, on a montré que V3 est égal à R6 divisé par R5 fois V. Donc on a R5, on a avec la formule. R5 il y a V divisé par V3 fois R6. Donc R6 il y a 10 kΩ ou V3 il y a 0,5 ou V il y a F est égal à 2500, V à quoi est égal, il y a 10 millivolts. La quand F est égal à 2500 newtons, la vitesse, la tension V est égale à 10 millivolts. Au R6 déjà donné, il y a 10 kΩ. Donc on va remplacer V, mais 10 millivolts il y a 0,01 volts, ou il y a 0,5 volts, fois 100 il y a 100 kΩ, باش تخرجنا هذا R5 بالكيلو pas la peine ديال باش نحولوا الأوم. Donc R5 est égal à 2 kΩ. Donc la tâche numéro 2, étude de la fonction Fp3. Donc la fonction afin d'atténuer les perturbations électromagnétiques dues au secteur, le signal V3 est appliqué à un filtre dont la courbe de gain est donnée ci-dessous. Donc, on a le courbe de gain, diagramme de Bode. Donc, on a le gain en dB, décibels, et on a la fréquence. Donc, on a la question, on suppose que la perturbation peut être considérée comme un signal sinusoïdal de fréquence est égal à 50 Hz et que le signal utile est un signal à faible variation. Donc le signal utile c'est un signal de fréquence 0 Hz, donc comme un signal continu. On a le signal de perturbation qui est égal à 50 Hz. Donc la question 36, relever sur la courbe le gain maximal Gmax et la fréquence de coupure F0 à moins 3 dB. Donc le gain maximal donc le gain maximal 20 décibels. Donc le gain maximal c'est 20 décibels. وعندنا la fréquence de coupure à F0 à moins 3 dB. Donc moins 3 dB هي هذه. Donc هنا moins 5, moins 4, moins 3. Donc هذا هو moins 3. Donc on va moins 3. Donc la fréquence de coupure هو هذا
F0. Donc la fréquence de coupure عندنا 10 20 30 40 50 60 70 80. donc عندنا fréquence de coupure هو 80 Hz. La question 37, de quel type de fil s'agit-il? Passe bas, passe haut ou passe bande? Donc نشوفوا هنايا l'amplitude maximale fréquence basse. Une fois la fréquence augmente, l'amplitude diminue. Donc l'amplitude maximale fréquence basse. Donc là c'est un filtre passe bas. Donc type de filtre, c'est un filtre passe bas. Donc la question 38, calculer l'amplification A est égale V4 divisé par V3. La tension de sortie divisée par la tension d'entrée. Pour F est égal 0 Hz, sachant que le gain est égal 20 dB pour F est égal 0 Hz. Donc هذا هو le gain à 0 Hz ou 20 dB. Donc le gain est égal 20 en dB est égal la formule ديالو هي 20 log VA divisé par V3 وحنا شفنا في la courbe ديالنا هو 20. donc la formule ديال le gain en dB هو 20 log V4 divisé par V3 est égal à 20 في هاد لو كا ديالنا ديال هاد لا كورب هذا. دونك هنايا خصنا نخرجوه ب linéaire ماشي en décibels. Donc on va ici simplifier par 20. Donc log de VA divisé logarithme de base 10 de VA divisé par V3 est égal à 1. Donc V3 est égal à V3. On va V4 divisé par V3 est égal 10 à la puissance 1. C'est le logarithme à base 10. Donc V4 est égal, divisé par V3 est égal à 10 à la puissance 1. Donc la formule il y a V4 divisé par V3 il y a le gain A. Donc A est égal à 10. Donc on déduire la valeur de V4 lorsque V3 est égal à 0,5. Donc V4 divisé par V3 est égal à 10. Il y a la formule déjà calculée. Donc V4 est égal à 10 fois V3. Donc 0,5 fois 10 est égal à 5 volts. Donc la tâche numéro 2, c'est l'étude de la fonction FP4. Donc on utilise un convertisseur analogique numérique pour convertir la tension V4, l'image de la force F, ou un signal numérique. On donne l'expression du nombre n résultat de la conversion en fonction de V4 et du quantum Q. Donc n, ça veut dire la sortie en chiffre, c'est un chiffre codé en binaire, est égal à V4, la tension divisée par le quantum. La question, sachant que n, le nombre à la sortie de le convertisseur analogique numérique, est égal à 200 pour V4 est égal à 1 volt. Et que le nombre maximal à coder ou 1023. Calculer la valeur planifiée PE. Donc la formule de PE, il y a Q, le quantum, facteur n max plus 1. Donc on doit d'abord calculer Q. Donc pour n est égal à 200, V4 est égal à 1 volt. Donc on va la formule. PE est égal à la formule pour calculer la valeur pleine échelle, mais Q, on va la calculer d'abord. Donc on a la formule n est égal à V4 divisé par Q. Donc Q est égal à V4 divisé par N. V4 il y a 1 volt, N il y a 200. Donc il y a 0,005. Donc on va remplacer ici Q ou N max il y a D ou 1 à 1. Donc on va calculer, on va obtenir la tension pleine échelle, il y a 5,12 volts. La tension pleine échelle, il y a la plus petite valeur, la valeur maximale à convertir
en numérique moins la petite valeur, la valeur maximale moins la valeur minimale de la tension à convertir. La question suivante, calculer la résolution numérique, ça veut dire le nombre de bits du convertisseur analogique numérique. Donc la formule, il y a 2 à la puissance n est égal le nombre maximal à coder plus 1. Donc on a n. Le nombre maximal à coder est 1023. Donc 2 à la puissance n est égal 1023 plus 1. Donc 2 à la puissance n est égal 1024. Il y a sous forme de la puissance de 10. Il y a 2 à la puissance 10. Donc 2 à la puissance n est égal 2 à la puissance 10. Donc n est égal à 10. Donc la résolution, il y a n est égal à 10. Donc le nombre à coder, le chiffre de sortie de convertisseur analogique numérique, il est codé sur 10 bits. Donc étude de la commande de la tête de soudage. Donc le cycle de soudage d'un point peut être décrit par le graphe 7 fonctionnel suivant. On suppose que l'accostage est déjà effectué dès que l'opération manuelle elle est effectuée. Donc est-ce que les opérations qui sont automatiques. Donc le graphe 7, donc l'étape initiale, donc l'ordre de soudage donné par l'opérateur quand l'opération serrer les tôles. Une fois le serrage est terminé, donc c'est la réceptivité, le serrage effectué. Après quand l'étape suivante, il y a souder ou soudage pendant une temporisation T1. Après la fin de la température T1, quand nous avons l'opération T2, l'étape de forger. Forger aussi pendant une pendant un temps T2, réalisé par la temporisation. Une fois la temporisation terminée, écoulée, on doit relâcher les tôles. Une fois les tôles relâchées, donc on va revenir à la position initiale. Donc le graphe 7. La commande de la tête de soudage se fait à l'aide d'un automate programmable, dont les affectations des entrées-sorties sont données par le tableau suivant. Donc l'entrée-sortie, un serrage et forgeage, un homme Q1, le relâchement Q2, le soudage Q3, l'ordre de soudage E1, serrage effectué E2, relâchement effectué E3. Donc les sorties Q1, Q2, Q3, les entrées E1, E2, E3. Donc la question 42, compléter le graphe 7 de point de vue API. Donc le graphe 7, donc l'étape après donner l'ordre de l'opération, donc on doit passer. Donc l'opération Q1, il y a serrer les tôles. Après serrage des tôles, après le serrage des tôles, les tôles sont serrées donc par le capteur E2. Donc, serrage effectué, on doit faire le soudage. Donc, c'est Q3. Donc, le soudage se fait pendant un temps TT1. Donc, après le soudage, on doit faire aussi le forgeage. Donc, serrage et forgeage, c'est Q1. Donc, il y a la temporisation, il y a soudage ou le temps le soudage terminé, donc T1. Après Q1, il y a le serrage. Donc après le serrage pendant un temps. Donc TR1. Donc avec la bobine de la temporisation, il y a TT1, TR1. Donc après la fin de la temporisation, T2. Et finalement, l'étape 5, c'est l'étape de relâchement. Donc, on va mettre Q2. Une fois relâchement effectué, E3. Donc, le graphe 7, le point de vue automate programmable industriel. Donc, on a juste traduire le graphe 7 point de vue
utilisateur au point de vue API, ça veut dire en utilisant les symboles des actions et les entrées-sorties. Donc, on a terminé la correction de l'examen. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.